Bonjour à tous, je suis Laurent Salle et je suis directeur pédagogique des cours Galien. Aujourd'hui, je vous ai présenté une petite vidéo sur les notions de base de la stéréochimie, ou plus précisément comment déterminer la configuration absolue d'un atome de carbone asymétrique. Je vous souhaite une bonne visualisation et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer par voir les différentes représentations des molécules dans l'espace. Vous devez connaître trois représentations, celle de Cram, de Fischer et de Newman. Alors, en commençant par Cram, vous avez vu ça au lycée, donc typiquement, voilà une représentation de Cram d'une molécule. Alors, vous avez ici donc, les liaisons en trait plein, donc ici les deux CH3 qui se trouvent dans le plan de la feuille. Vous avez le petit triangle noir ici, avec ici le groupement NH2 qui est en avant de la feuille, donc dirigé vers vous. Et vous avez ici le petit triangle hachuré avec le groupement OH qui se trouve en arrière de la feuille. Donc on voit bien qu'on a, même si la molécule est dessinée à plat, on estime très très bien la représentation spatiale de cette molécule. Dans un second temps, nous verrons la représentation dite de Newman. Alors pour cela, c'est pas que c'est un petit peu plus compliqué, mais en prenant une représentation de Cram comme ceci, on doit avoir de façon très caractéristique une liaison carbone-carbone qu'on va mettre, je dirais, en exergue dans la molécule, puisque c'est celle-là, c'est sur cette liaison-là qu'on va faire la projection. Alors en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc on va devoir prendre la molécule et la regarder comme ceci. Donc on aurait pu choisir l'autre côté. Là, arbitrairement, j'ai choisi de prendre le carbone de gauche comme étant le carbone de devant. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va donc, en supposant les atomes sphériques, on va donc avoir ceci, à savoir le premier atome, donc c'est la première sphère ici, avec les trois liaisons qui en émanent, en l'occurrence ici l'hydrogène, le brome et le CH3. Le carbone de derrière, il est éclipsé par le carbone de devant, donc on ne peut pas le voir. Néanmoins, on voit quand même les trois liaisons, donc la liaison ici, donc les trois ici, avec donc le OH, le chlore et l'hydrogène. Et donc maintenant, comment on peut placer les différents substituants sur les groupement. Donc en regardant toujours pareil ici, comme ceci, donc sur le Cram ici, donc le brome, il est dirigé vers le haut, d'accord, mais il est, si vous regardez la molécule en face, donc dans le sens de l'œil, il va être à droite sur la représentation de Newman. Et du coup, le CH3 va être à gauche et l'hydrogène va être en bas, ce qui nous donne cette première représentation avec, donc on a dit cette fois donc le brome qui se trouve bien à droite, le CH3 qui se trouve à gauche et l'hydrogène qui se trouve en bas. Il reste maintenant à placer les substituants du carbone derrière. Je dirais maintenant c'est plus facile puisque vous voyez que donc, le brome il est dirigé vers le haut mais devant, le OH il est dirigé vers le haut, vers le bas, pardon, mais également devant. Donc autrement dit, le Br et le OH doivent être du même côté. De même, le CH3 qui est derrière et le chlore qui est derrière doivent être également du même côté. On a donc la représentation de Newman définitive ici, avec, comme je viens de le dire, le OH et le brome du même côté, ici à droite de ma représentation, et le CH3 et le Cl du même côté, cette fois à gauche de ma représentation. Alors, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer bien précisément comment on peut visualiser les groupements, donc CH3, Br et H qui sont sur le carbone de devant, et le chlore, le OH et le H qui sont sur le carbone de derrière. Alors, voilà. Donc là, on reconnaît bien les différents groupements. Vous avez ici, donc en gros vert ici, le brome, le petit vert plus clair, le chlore, le CH3 qui se trouve ici, le groupement OH et les deux hydrogènes en haut et en bas. Et maintenant, donc voilà, ça, on retombe sur le Cram et voyez bien, donc hop, on juste change l'angle de visualisation de 90 degrés. Et ce qui est très important à noter, c'est que vous voyez donc le CH3, le brome et le H du carbone de devant sont dirigés devant dans la molécule. Et à contrario, le chlore, le OH et le H sont dirigés derrière sur le carbone de derrière. Donc c'est très important à noter
Je recommence, le CH3, le brome et l'hydrogène, donc les trois ici, qui sont sur le carbone de devant, sont tous les trois dirigés vers vous, et le chlore, le groupement OH et le H sur le carbone de l'arrière sont dirigés derrière cette représentation de Newman. Ceci est très important quand tout à l'heure on déterminera les configurations absolues des différents carbones asymétriques, de bien se rappeler qui est derrière et qui est devant. Nous finirons par la représentation de Fischer. Alors prenons une molécule au hasard. Hop, par exemple ceci. Comment on va pouvoir dessiner le Fischer de cette molécule-là? Alors pour ceci, vous devez respecter deux considérations, à savoir la chaîne carbonée la plus longue doit être placée verticalement et dirigée en arrière, et la fonction la plus oxydée doit être en haut. Alors comment reconnaît-on? Alors du coup, si on compte la chaîne carbonée, vous avez donc 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones et donc 4 carbones. Et donc la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci. Du coup, 2 carbones à gérer, le COH et le CH3. La fonction la plus oxydée est en haut. Comment reconnaît-on une fonction oxydée? C'est le nombre d'oxygènes lié à l'atome de carbone. Là, vous avez donc 2 oxygènes, et là, vous en avez 0. Par voie de conséquence, la fonction acide carboxylique est la fonction la plus oxydée. Néanmoins, chose très importante, la chaîne doit être placée verticalement et en arrière. Donc typiquement, si je prends cette molécule-là et que je mets par exemple l'acide carboxylique en haut, donc le COH ici, si lui je le mets en arrière, du coup le CH3 lui sera dirigé vers l'avant. Autrement dit, on ne respecte pas que toute la chaîne carbonée doit être placée en arrière. Autrement dit, il faut prendre cet atome de carbone, un atome de carbone par exemple, le faire pivoter de 180 degrés de façon à ce que le COH soit en face du CH3. Autrement dit, on doit obtenir cette conformation-là. On reparlera de conformation tout à l'heure. Donc là, cette fois, c'est très bien, puisque le COH et le CH3 sont l'un en face de l'autre. Et donc, si je fais une rotation de la molécule comme ceci, et que je regarde dans le sens de la flèche, ici avec le petit œil, j'ai donc le COH qui va se trouver en haut et dirigé derrière, le CH3 qui va se trouver en bas et dirigé derrière aussi. J'obtiens donc un début de représentation de Fischer comme ceci, avec donc, comme j'ai dit, le COH qui se trouve en haut et le CH3 qui se trouve en bas. Et comme tout à l'heure, le même souci qu'on a avec Newman, c'est que quel substituant on va placer sur les branches ici horizontales. Et donc rebelote, en regardant l'œil comme ceci, on a donc le NH2 qui est dirigé vers vous, donc devant. Autrement dit, si je regarde comme ceci, il sera donc sur la gauche de ma représentation de Newman. De la même façon, vous avez le chlore qui est du même côté que le NH2, il se trouvera donc à gauche sur Newman, et H et OH se trouveront donc à droite. Ce qui fait qu'on obtient cette fois la représentation de Newman complète comme ceci. Comme tout à l'heure, je vous ai fait une petite vidéo pour passer d'un crame à un Fischer. Alors, avant de la lancer, on voit bien que là, vous avez donc le COH qu'on retrouve ici, le CH3 déjà que j'ai mis en face du COH, le OH et le NH2, et puis les deux H qu'on ne voit pas qui sont derrière. Et donc du coup, on bascule, comme je disais tout à l'heure, de façon à mettre, en regardant dans ce sens-là, pour avoir la chaîne carbonée verticale, la chaîne carbonée longue verticale. On permute ensuite encore, et donc voilà, le COH il est derrière, le CH3 est derrière, et là vous avez donc un OH ici et un NH2 qui se trouve ici. Alors très très important, vous allez voir tout de suite que voilà, sur les deux carbones, donc ici, les deux groupements, le NH2 ici et le H, le OH et le H sont tous les quatre dirigés vers l'avant. Comme tout à l'heure, c'est très très important, on en reparlera quand on déterminera les configurations absolues des carbones asymétriques. Une des notions importantes que vous verrez en stéréochimie est la chiralité. Chiral veut dire qui n'est pas superposable à son image dans un miroir. Et d'un point de vue étymologique, chiralité vient du grec kuros qui veut dire main. En effet,
Si on prend deux mains comme ceci, on voit bien qu'elles sont l'image l'un de l'autre dans un miroir, alors que si on essaye de les superposer, on voit bien que, à cause ou grâce au pouce, si on peut dire, elles ne sont pas superposables. Donc une main est considérée comme étant chirale. Vous avez dans la vie de tous les jours les objets qui sont chiraux, les escargots par exemple, les vis sont considérés comme chiraux. En chimie, la chiralité sera essentiellement due à la présence d'atomes de carbone asymétriques. Alors en fait, voilà, si on prend par exemple une molécule, qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Un carbone asymétrique est un atome de carbone, donc ici au centre ici, qui est lié à 4 groupements différents. Alors là vous avez donc le CH3, le H, le OH et le NH2. Donc l'atome central ici est bien un atome de carbone asymétrique car il est lié à 4 groupements différents. Si on trace un miroir entre deux molécules, comme pour les mains tout à l'heure, cette molécule de droite ici est l'image dans le miroir de la molécule de gauche. Et elles ne sont pas superposables l'une avec l'autre. Ceci se voit bien sur la petite vidéo que je vous ai faite. Alors, regardez, donc voilà, on trouve la vidéo ici. On a donc le carbone asymétrique au milieu, là, le CH3 en haut dans le plan, le H en bas dans le plan, le OH devant, en rouge ici, pardon, et le NH2 en bleu ici. Donc si on essaye de pivoter cette molécule pour la faire superposer avec la molécule d'à côté, on voit bien qu'on va avoir un petit souci. Donc on essaie de la tourner, alors hop, voilà, le CH3 commence à être en haut, voilà, sauf que cette fois, le CH3, il est toujours en haut, là il est en haut, le H est dans le plan, là il est dans le plan, mais, le NH2 cette fois en bleu est devant, alors que sur cette molécule-là, c'est le OH qui est devant. Et on ne voit pas très bien ici, mais cette fois c'est le OH qui est derrière, alors que là c'est le NH2. Autrement dit, donc la molécule représentée sur la vidéo en noir n'est pas superposable avec la molécule qui est représentée en crame ici, et donc les deux molécules, celle-ci et celle-ci, ne sont pas superposables, et donc elles constituent une molécule chirale. Certains professeurs de faculté voudront vous faire dire que les molécules qui possèdent une double liaison, telles que les alcènes, sont chiraux. Nous allons voir tout de suite qu'il n'en est pas le cas. Néanmoins, si on prend donc deux molécules comme ceci, on voit bien que la molécule de gauche ici, et si, comme tout à l'heure, on a un miroir entre les deux molécules sont bien l'une en face de l'autre, donc ils sont images dans un miroir. Néanmoins, donc si je reprends la même molécule ici, que je la fais pivoter d'un angle de 180 degrés, donc avec un retour vertical comme ceci. Alors les CH3 sont dans l'envers maintenant, mais on voit bien que les deux molécules sont identiques. Donc ces deux molécules-là sont identiques. Autrement dit, cette molécule-là et cette molécule-là, même si on a l'impression qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir, elles sont superposables, donc elles ne sont pas chirales. Nous abordons maintenant une chose très importante, à savoir les règles de Cahn, Ingold et Prelog. Alors, quelle est l'utilité? Nous avons vu sur cette molécule-là qu'elle possédait un carbone asymétrique. L'utilité, c'est de classer les 4 groupements différents, donc OH, NH2, CH3 et H ici, en utilisant les règles de Cahn, Ingold, Prelog pour pouvoir déterminer ce qu'on fera dans la diapositive suivante, la configuration absolue du carbone asymétrique. Alors, les atomes de rang 1, c'est-à-dire les atomes qui sont liés directement à l'atome de carbone, donc en l'occurrence ici, carbone asymétrique. Ici, un carbone, un azote, un oxygène et un hydrogène, sont classés par ordre de numéro atomique croissant. Donc, plus le numéro atomique sera élevé, plus l'atome et donc le groupement sera prioritaire. Je vous conseille très fortement d'apprendre cette succession par cœur, puisque globalement, dans, j'ose pas dire 100%, mais presque, des exercices que vous ferez en médecine, vous aurez ces atomes à gérer. Donc, évidemment, il n'est pas question de connaître les numéros atomiques par cœur, mais juste savoir que le chlore a un numéro atomique plus important que le phosphore. Et donc, avec cette molécule ici et cette petite ligne ici, on peut classer les 4 groupements présents sur le carbone asymétrique. Alors, on voit que c'est l'oxygène qui possède
le Z le plus élevé. Alors peu importe, je répète, hein, le numéro ça n'a pas d'importance, mais c'est l'oxygène ici qui est le plus important. Et donc l'oxygène ici sera classé numéro 1. Après l'oxygène, vous avez l'azote. Donc l'azote, le groupement NH2 sera classé numéro 2. Ensuite le carbone, et donc le groupement CH3 sera classé numéro 3. Et il reste le petit dernier, l'hydrogène, est en numéro 4. Alors, ce n'est pas le cas ici, mais si par exemple vous avez des isotopes sur la molécule ici, vous avez par exemple, alors ce n'est pas le cas, je répète, hein, mais vous avez un carbone 14 ici et un carbone 12 ici, bah 14 c'est plus grand que 12, et donc le carbone 14 sera supérieur au carbone 12. Bon, c'est très rarement abordé dans les sujets. Prenons le cas d'une molécule, cette fois un petit peu plus compliquée. Alors, il y a 2 carbones asymétriques, on va numéroter les 2. Alors, prenons le carbone ici de droite. Vous avez donc un carbone qui est lié, un chlore, un oxygène et un autre carbone. Donc, si on reprend la petite liste ici, on voit donc que le chlore est toujours numéro 1 ici, donc le chlore sera numéroté numéro 1. L'oxygène arrive après, sera numéroté numéro 2. Et après, vous avez donc ici, la différence, là vous avez 4 groupements différents, mais là vous avez donc un carbone ici, et vous avez un autre carbone qui est lié ici. Autrement dit, si les atomes de rang 1 sont identiques, vous avez 2 carbones ici, on regarde les atomes de rang 2, s'ils sont identiques, on prend le rang 3, s'ils sont identiques, le rang 4, etc. Jusqu'à ce que vous trouviez un atome qui est différent. Vous vous répercutez sur cette petite liste-là et vous pouvez classer sans problème. Là, c'est un petit peu plus facile, un peu plus rapide, je dirais, puisque là, le carbone, il est lié à 3 hydrogènes. Le carbone ici, il est lié à des oxygènes. Et donc, si on prend la liste ici, l'hydrogène est inférieur à l'oxygène. Et donc, le groupement COH sera donc numéro 3 et le CH3 sera numéro 4. Maintenant, si on veut faire le deuxième atome ici, donc le deuxième carbone ici, vous avez donc un hydrogène, un NH2, un COH et un groupement ici, c'est CH3, CHL. Alors, toujours pareil, c'est toujours la même chose. Le premier atome ici, vous avez un azote et donc, par conséquent, l'azote sera classé numéro 1. Si on a l'hydrogène ici, il est numéro 4 forcément, lui, dans ce cas-là. Et là, vous avez donc un carbone ici et un carbone ici. On regarde les atomes de rang 2. Le carbone ici, il est lié à des oxygènes. Et le carbone de l'atome d'à côté, il est lié donc à un carbone, à un oxygène et à un chlore. Du coup, retour à la petite liste ici. Le chlore est supérieur à l'oxygène. Et donc, du coup, l'atome qui sera classé en numéro 2, ça sera donc celui-ci, grâce, atome de chlore, alors que là, le carbone, il est seulement lié à des atomes d'oxygène. Alors, ce n'est pas pas le cas dans l'exemple que je vous ai montré ici, mais on en verra tout à l'heure. Si par hasard, vous avez des liaisons multiples, une double liaison carbone-carbone, carbone-oxygène, une triple liaison carbone-azote, elles seront considérées comme autant de liaisons simples. Autrement dit, si on prend par exemple le cas d'une fonction nitrile, vous avez un carbone qui est lié à 3 atomes d'azote ici via une liaison triple, et que vous avez par exemple un CH2 avec une fonction amine NH2, mais du coup là vous n'avez qu'une liaison simple carbone-azote, et là vous avez une liaison triple carbone-azote ici, et donc la fonction nitrile sera supérieure à la fonction amine ici, grâce à la liaison triple carbone-azote, alors que là vous n'avez qu'une seule liaison carbone-azote. Nous allons maintenant déterminer ce qu'on appelle la configuration absolue des carbones asymétriques. Première étape, on vient de le faire, numéroter, suivant Kahn, Ingold et Prelog, les différents substituants. Alors maintenant, j'ai un petit peu plus vite. Le OH sera prioritaire par rapport au NH2, lui-même par rapport au CH3, et l'hydrogène est en numéro 4 ici. Deuxième étape, on regarde la molécule de telle façon à éclipser le plus petit substituant. Donc autrement dit,
Là, on doit être dans le prolongement de l'œil ici, de façon à ce que le 4, donc ici l'atome d'hydrogène, soit dirigé derrière. On obtient donc deux représentations qui ressemblent étrangement, si on peut dire, à une représentation de Newman. Et à ce moment-là, nous avons deux possibilités. Là, je numérote n'importe comment, pour le coup. Mais si vous avez le prioritaire qui se trouve ici, le numéro 2 qui est ici, et le numéro 3 qui est ici, je vous répète, le 4 est dirigé derrière, donc on ne le voit plus. Ou alors, vous avez cette fois le 1 qui est ici, le 2 qui est ici, et le 3 qui est ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On démarre du numéro 1, ensuite on tourne pour aller vers le numéro 2, et on finit vers le numéro 3. Donc en gros, on tourne dans ce sens-là. Et si on prend l'autre représentation, on a donc le 1, on tourne pour aller au 2, et on tourne pour aller au 3, comme ceci. Et par voie de conséquence, si ici on tourne vers la gauche, le carbone sera dit de configuration S, S comme sinistère, qui veut dire gauche en latin. Ou alors, si pour aller du 1 au 2 au 3, on tourne vers la droite, le carbone sera dit de configuration R, R comme rectus, rectus voulant dire droite en latin. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir sur cette partie-là. Néanmoins, on va voir toutes les applications possibles, à savoir sur des représentations de Crame, de Newman et de Fischer, afin que vous ayez toutes les possibilités pour pouvoir déterminer les configurations des différents atomes de carbone asymétriques que vous aurez sur les différentes molécules dans les trois représentations, je répète, Crame, Newman et Fischer. On attaque par le plus simple peut-être, à savoir Crame. Et pour Crame, vous n'avez, évidemment, les molécules peuvent être totalement tout et n'importe quoi, dans le bon sens du terme, mais vous n'avez que trois possibilités, c'est-à-dire soit le plus petit, donc l'hydrogène ici, 4 est placé derrière, soit le plus petit est placé devant, soit le plus petit est placé dans le plan. Alors je n'ai pas distingué l'hydrogène en haut ou l'hydrogène en bas, ça constitue le même cas de figure si on veut déterminer les configurations absolues des carbones asymétriques. On numérote suivant Cahn, Ingold et Prelog. Alors, l'oxygène sera numéro 1, l'azote numéro 2, le CH3 numéro 3, et, comme je vous disais tout à l'heure, le plus petit, qui est très souvent H, est placé derrière. Alors rappelez-vous, on doit regarder la molécule de façon à éclipser le plus petit. Donc ici, en l'occurrence, le 4 ici. Et donc là, en mettant un tout petit peu de biais sur cette molécule-là, le H, le petit, le 4, il sera donc éclipsé. Donc du coup, pour passer ensuite du 1 au 2 au 3, on tourne dans ce sens-là. Le carbone sera donc de configuration absolue S. Maintenant, si on considère le cas où l'hydrogène, le petit 4, est dirigé devant. Alors, on va renuméroter suivant Cahn, Ingold, Prelog. C'est la même molécule, enfin c'est la même molécule, c'est les mêmes groupements, donc ça sera le même classement. Le 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Alors là, cette fois, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque d'après la théorie, vous devez éclipser le plus petit, et là, le plus petit, il est dirigé vers vous. Autrement dit, vous regardez complètement la molécule à l'envers. Mais du coup, comme vous n'avez que deux possibilités, soit R, soit S, si vous prenez la configuration, je vais du 1 vers le 2, vers le 3, vous tournez, comme je dis, dans le mauvais sens, puisque vous regardez votre molécule à l'envers. Autrement dit, là, le carbone, il tourne dans le sens S, sauf que le carbone sera de configuration R, parce que le H, le petit, sera devant dans la configuration de Crame. Ça, c'est absolument systématique. Quand le petit est dirigé devant, vous n'avez pas à vous poser de questions. Vous faites le 1, le 2, le 3 comme d'habitude. Il tourne dans un sens. Vous savez que vous regardez la molécule à l'envers, donc vous avez faux. Vous trouvez une configuration S, et donc ma molécule, le carbone, sera de configuration R. C'est absolument systématique.
Le troisième et dernier cas est un tout petit peu plus compliqué. Alors si vous visualisez bien, alors toujours pareil, on va commencer par ça. On va numéroter suivant Canning-Gold Prelog, donc le OH numéro 1, NH2 numéro 2, le 3 et le 4. Donc en fait, si vous voyez bien dans l'espace, il faut regarder la molécule dans le sens de la flèche comme ceci, et ensuite tourner, puisque le sens de ma flèche ici, et si je dessine un œil, vous voyez bien que pour l'œil, le 4 est éclipsé. Ensuite, on va vers le OH qui va se trouver en bas. Ensuite, on remonte vers le NH2 qui est numéro 2 pour finir sur le CH3 qui est numéro 3. Donc on a le 1 qui se trouve en bas, le 2 qui se trouve devant et le 3 qui se trouve dans le plan. Donc pour passer du 1 au 2 au 3, on tourne dans le sens R. Le carbone sera donc de configuration R. Maintenant, depuis 25 ans que j'enseigne la stéréochimie aux différents étudiants de médecine, ça pose beaucoup de problèmes à certaines personnes qui ne voient pas dans l'espace ou ne croient pas voir dans l'espace. Et donc, ce genre d'exercice est totalement insoluble. Comme je dis, on va tricher légalement. À savoir, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter deux groupements. Alors, quelle est l'utilité? Il faut savoir que quand vous permutez deux groupements, vous changez la configuration du carbone asymétrique. Et donc, si vous avez un carbone S, vous permutez deux groupements, vous avez un carbone R, bien sûr, et réciproquement. Donc là, on va permuter de façon intelligente, bien sûr. Le carbone qui se trouve dans le plan, on va le mettre derrière, de façon à éclipser, comme d'habitude, le 4. Et celui qui est derrière, alors en l'occurrence, là, c'est le numéro 1. Ça aurait été le numéro 2 ou le numéro 3, ça aurait été exactement la même chose. Donc néanmoins, cette fois, c'est le 1 qui se trouve ici. Et là, le 4, certes en trichant, mais on l'a mis derrière. Du coup, on est exactement dans le cadre de cet exemple-là, où quand le 4 est derrière, on tourne et on trouve la bonne configuration. Et bien là, c'est la même chose. On va donc prendre le 1 qui se trouve ici, le 2 et le 3. Il est donc de configuration S, mais je vous rappelle que vous venez de faire une bêtise, puisque vous avez permuté les deux groupements qui étaient ici. Et donc, vous savez que vous avez faux. Eh bien, c'est parfait. Donc, il n'est pas S, il est R, parce que vous avez fait une permutation. C'est tout. Vous n'aurez pas d'autres possibilités pour CRAM. Donc, je fais un petit récapitulatif. Quand le petit est derrière, vous tournez et vous avez juste. Quand le petit est devant, vous tournez et vous avez faux. Autrement dit, vous avez un carbone qui semble tourner S, mais il est R parce que le petit est devant. Et enfin, le cas un petit peu plus compliqué, quand le petit est dans le plan, soit vous voyez dans l'espace, vous regardez la molécule dans le sens comme ceci et vous avez juste, ou soit vous ne voyez pas dans l'espace, et dans ce cas-là, le petit qui est dans le plan, vous le mettez derrière. Celui qui est derrière, s'il s'appelle 1, 2 ou 3, ça n'a pas d'importance, vous le mettez à la place du petit, vous tournez, et vous avez forcément faux, puisque vous avez fait une permutation. Donc là, le carbone, il est S. Non, le carbone, il est R, parce que j'ai fait une permutation. Je répète, il n'y a pas d'autre possibilité pour déterminer les configurations des carbones asymétriques selon CRAM. Un peu plus compliqué, on va déterminer la configuration des carbones asymétriques sur une représentation de Newman. Pour faire complet, on va mettre les deux carbones asymétriques, donc le carbone de devant et le carbone de derrière. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans Newman, les trois groupements du carbone de devant sont dirigés devant et les trois groupements du carbone de derrière sont dirigés derrière. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer par classer les groupements suivant Canning-Gold et Prelog en commençant par le carbone de devant. Donc le brome sera le groupement numéro 1, bon, l'hydrogène bien sûr numéro 4, et le carbone de derrière qui est lié à un chlore et un oxygène sera classé numéro 2 et donc le CH3 numéro 3. Et là, si vous ne voyez pas dans l'espace, c'est très compliqué parce que je vous répète, je viens de le dire à l'instant, mais je le répète que ça a son importance, les trois groupements du carbone de devant sont dirigés devant. Il faut donc regarder la molécule complètement par derrière, et là, si vous ne voyez pas dans l'espace, c'est même pas la peine d'y penser.
Donc, on va faire, comme tout à l'heure on a fait sur le CRAM qui avait le groupement le plus petit dans le plan, une permutation. Et donc, comme tout à l'heure, on va permuter le groupement numéro 4, on va le mettre derrière, et le groupement de derrière, en l'occurrence ici c'est le groupement numéro 2, on va le mettre devant. Ce qui fait que on va aboutir à cette configuration-là. Alors, on reconnaît bien le CH3 qui n'a pas changé, le brome qui n'a pas changé. Le groupement que j'ai appelé R ici, ça correspond au carbone de derrière, qui est donc numéro 2, suivant Canine Gold et Prelog. Et le 4 hydrogène ici, on l'a mis derrière. Ce qui fait que, si je vous remets les Canine Gold et Prelog, le brome est toujours numéro 1, le groupement R, qui était le carbone de derrière, est le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4 étant éclipsés, c'est exactement ce qu'on veut faire. Rappelez-vous, quand vous permutez deux groupements, vous changez la configuration du carbone asymétrique. Et donc ici, le carbone va tourner du 1 au 2 au 3 comme ceci dans le sens de la configuration R, mais le carbone sera de configuration S puisqu'on a fait une permutation. Si vous voyez bien dans l'espace, vous n'avez pas besoin de faire cette permutation. Si vous voyez un peu près ou pas du tout dans l'espace, je vous conseille très vivement de faire uniquement cette méthode. Vous classez suivant Canine Gold Prelog, vous permutez le petit hydrogène ici, vous le mettez derrière. Le derrière, s'il s'appelle 1, 2 ou 3, ça n'a pas d'importance, vous le mettez à la place du 4, vous tournez et vous avez faux. Et donc, vous prenez la configuration opposé. Il tourne dans le sens du R ici, il est donc de configuration S. Si maintenant on considère le carbone de derrière, alors suivant Canine Gold Prelog, on va avoir le chlore qui est numéro 1, le OH qui est numéro 2, le carbone de devant qui est numéro 3 et l'hydrogène numéro 4. Alors attention, vous allez me dire, il y a un brome ici, oui, mais le carbone de derrière est lié directement au chlore, directement à l'oxygène, et là, entre le carbone asymétrique et le brome, il y a un autre carbone. Et donc du coup, le brome est trop loin pour que le carbone de devant soit considéré comme numéro 2. Il est que numéro 3 ici, et l'hydrogène est en numéro 4. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète maintenant, les trois groupements sur le carbone de derrière, le chlore, l'oxygène et l'hydrogène, sont dirigés derrière. Donc, si vous voyez un petit peu dans l'espace, en regardant la molécule dans le sens de la flèche ici, vous avez le petit H qui est éclipsé. Donc, vous êtes exactement dans les conditions de pouvoir déterminer la configuration du carbone asymétrique. Et donc, si on regarde comme ceci, on a donc le 1 qui est là à gauche, ensuite on va aller au 2 et on va aller au 3. Donc, il tourne comme ceci. Autrement dit, le carbone de derrière sera de configuration S. Si vous ne voyez pas dans l'espace, toujours pareil, n'essayez même pas, vous n'y arriverez pas. Donc, on va utiliser, comme tout à l'heure, la méthode de la permutation. Sauf que là, c'est un petit peu plus compliqué que précédemment, puisque le H est déjà, entre guillemets, partiellement derrière. Donc, on ne peut pas, avec une permutation simple, le mettre totalement derrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va le mettre devant. Du coup, en un point de vue Canine Gold et Prelog, on recommence. Vous avez donc le chlore qui est toujours numéro 1, le OH qui est toujours numéro 2, le R, donc c'est le carbone de devant qui est numéro 3, et le petit est devant. Mais alors là, attention, 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 en faisant ça, vous faites deux erreurs. Parce que si vous passez ensuite du 1 au 2 au 3, comme ceci, vous le trouvez de configuration S. Je répète, attention, en faisant ça, vous faites deux erreurs. La première erreur, si on peut dire, c'est que vous avez permuté deux groupements, donc vous avez changé la configuration du carbone, il est donc de configuration R avec la permutation. Mais en plus, vous regardez votre molécule à l'envers, puisque vous avez mis le petit, je répète ici le 4, H, il est devant.
Donc vous faites une deuxième erreur, et donc du coup, le carbone, il n'est pas R, il est S, parce que vous avez le H devant. Alors ça, c'est le côté pratique d'avoir seulement deux configurations R ou S, c'est que quand vous faites deux erreurs, ça revient au fait de ne pas faire d'erreur du tout. Autrement dit, si je laisse ici, en mettant en rouge ici, on passe du 1 au 2 au 3, le carbone, il est de configuration S, donc il est de configuration S, malgré les deux erreurs. Je reconnais que c'est un petit peu plus compliqué, mais faisons un récapitulatif. Considérant l'atome de carbone asymétrique devant, l'hydrogène est devant ici, donc vous faites une permutation en mettant le petit derrière, vous tournez et vous avez faux, donc vous prenez la configuration opposée. Si on considère le carbone de derrière cette fois, avec le petit qui est derrière, donc je répète, si vous voyez dans l'espace, pas de souci. Si vous ne voyez pas du tout dans l'espace, vous faites une permutation en mettant l'hydrogène devant, et là vous faites deux erreurs, puisque vous avez permuté les deux groupements, et en plus, vous regardez la molécule avec le petit devant. Donc vous tournez et vous avez juste. C'est absolument systématique. Enfin, prenons le cas de la représentation de Fischer. Attention, très important, on l'a dit tout à l'heure, la chaîne verticale dans Fischer est placée soit dans le plan, soit derrière le plan, et tous les groupements horizontaux, donc les quatre ici, NH2, H, Cl et H, sont dirigés devant. Comme d'habitude, vous commencez maintenant à en avoir l'habitude, on commence par numéroter suivant Cahn, Ingold et Prelog. Donc le NH2 sera numéro 1, l'hydrogène bien sûr numéro 4. Ensuite là vous avez un carbone et un carbone, donc il y a bataille. Et donc là vous avez des oxygènes et là vous avez un chlore. Autrement dit, le carbone du bas, à cause du chlore, sera numéro 2. Et la fonction acide carboxylique sera numéro 3. Donc du coup, je viens de vous le dire à l'instant, dans Fischer, le 4 ici sera dirigé devant. C'est comme tout à l'heure dans Cram, quand le petit est dirigé devant, on tourne et on a faux à notre configuration. Donc on aura donc ici le numéro 1 vers le numéro 2, vers le numéro 3, le carbone sera donc de configuration S, mais il sera de configuration R puisque le H est devant. Pour le deuxième carbone, comme tout à l'heure, on commence par Cahn, Ingold et Prelog. Alors du coup, on a le chlore qui est numéro 1, bien sûr l'hydrogène numéro 4, et là vous avez un CH3, carbone, NH2, etc. Donc cette fois c'est le carbone du haut qui sera numéro 2 et le CH3 numéro 3. Toujours pareil, les groupements horizontaux sont dirigés devant, donc le 4 est devant. On regarde donc la molécule à l'envers, et par voie de conséquence, on va passer du 1 au 2 au 3. On aura donc un carbone de configuration R, mais le petit 4 hydrogène ici est devant, donc la configuration sera S, parce que comme tout à l'heure, le H est devant. Alors attention, il y a une particularité dans Fischer, par exemple, si vous avez cette molécule-là. Donc le carbone du haut c'est le même, on ne va pas recommencer, on va recommencer le carbone du bas. Et là vous allez voir la petite différence, c'est que si, toujours pareil, on commence par numéroter suivant Cahn, Ingold et Prelog, le chlore est numéro 1, l'oxygène numéro 2, la chaîne vers le haut grâce à l'atome d'azote est numéro 3, et le CH3 est numéro 4. Alors une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le H qui est le plus petit, c'est le CH3, mais je dirais peu importe, le 4 est le CH3. Et là, attention, la chaîne verticale, je vous ai dit, est dirigée derrière. Et donc, le CH3 est dirigé derrière également. Du coup, le 4 est dirigé derrière. On n'a pas besoin d'inverser. On va du 1 au 2 au 3. Le carbone sera donc de configuration S. Je répète, parce que le petit est derrière dans la représentation de Fischer. Maintenant que nous savons tout ça, comment peut-on reconnaître facilement des énantiomères? Vous le savez très bien, deux énantiomères sont l'image l'un de dans un miroir. Par exemple, si on prend ces molécules-là, on voit bien, avec le miroir qui est placé entre les deux molécules,
qu'elles sont bien images l'une de l'autre dans un miroir. Alors maintenant, c'est pas toujours si simple dans un sujet de concours ou d'examen. Le miroir, il ne sera pas forcément très visible, voire totalement invisible. Donc comment reconnaît-on que deux molécules sont énantiomères? Par exemple, si vous avez une molécule qui possède 3 carbones asymétriques et par exemple de configuration R, S, R, je prends un exemple tout à fait arbitrairement, et son énantiomère aura tous ces carbones asymétriques qui seront inversés. Autrement dit, l'énantiomère sera S, R, S. Notez, tous les carbones ici ont été permutés, le R est devenu S, le S est devenu R, et le R est devenu S. Donc ça c'est systématique. Deux énantiomères seront identifiables si tous leurs carbones asymétriques sont de configuration différente. Une autre question très récurrente un jour d'examen ou de concours, la molécule A et la molécule B sont diastéréoisomères. Quelle est la définition de diastéréoisomère? Deux diastéréoisomères sont des stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères. Alors là, autrement dit, il n'y a même pas de miroir, donc c'est quasiment impossible à l'œil de déterminer ou de caractériser deux diastéréoisomères. Si on prend le même exemple que tout à l'heure, par exemple une molécule qui possède 3 carbones asymétriques, par exemple des configurations R, S, S, les diastéréoisomères auront au moins un atome de carbone asymétrique de même configuration. Par exemple, on garde le premier, R, et les deux autres, soit ils peuvent être R, R, ou alors, toujours pareil, on garde le premier R, là on bascule le deuxième qui soit R et l'autre S. Donc les 3 molécules que je viens de dessiner, alors molécules entre guillemets, sont des diastéréoisomères. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger un cahier galien. Qu'est-ce qu'un cahier galien? C'est un cours retranscrit de la faculté. Alors là, j'ai pris l'exemple de la faculté de Dijon, fait par un excellent collègue professeur à Galien, au cours Galien Dijon. Mais même si vous n'êtes pas de Dijon, vous pouvez télécharger sans problème ce cahier, puisque toutes les facs de France, à ma connaissance, du moins celles que je connaisse, utilisent de la stéréochimie dans leurs cours de chimie organique, dans leurs cours de biochimie. Même si vous êtes à Marseille, Bordeaux, Brest, Rennes, Lyon, n'hésitez pas à télécharger ce cahier, ça vous servira forcément. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous remercie de votre attention.